Voilà, il y a Maryse qui est avec nous, il y a Andréane. Euh, on va commencer à se présenter. Il y a encore du monde qui va arriver probablement, mais il est midi. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, on est très heureux d'être avec vous et de vous présenter ce webinaire qui fait partie d'un projet de communauté de pratique sur l'intervention au contexte de deuil. Donc, il y a déjà eu 2 autres webinaires que vous pourrez visionner pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, sur la plateforme de la communauté de pratique. Donc, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui voudront en faire partie. Aujourd'hui, on a un webinaire sur les deuils en CHSLD. Donc, c'est vraiment une question qui a préoccupé tout le monde, qui nous a tous touchés. Effectivement, il y a eu beaucoup d'enjeux avec les décès et beaucoup ont senti que les aînés étaient abandonnés. Il y avait vraiment eu, c'est très difficile psychologiquement. Alors aujourd'hui, il y a Marie Soulière, on a la chance d'avoir Marie Soulière qui est professeure adjointe à l'école de travail social à l'UDM, qui va pouvoir nous faire une présentation sur ce sujet. Et avec nous, il y a Andréane Parent, qui est une superviseure du projet, qui a élaboré ce projet-là de communauté de pratique, qui a plusieurs volets, donc qui va pouvoir se présenter et dire un mot. Andréane, si tu veux dire un mot. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue au 3e webinaire qui, comme Salim l'a dit, s'inscrit dans une communauté de pratique virtuelle sur l'intervention en contexte de deuil. Salim coordonne le projet et je le supervise avec mon collègue Edward Lee de l'École de travail social de l'Université de Montréal. Au-delà d'une série de webinaires, on a également d'autres activités. On a mis en place également un groupe de soutien. Vous pouvez y avoir accès là, par le biais de la communauté virtuelle, l'inscription du moins au groupe de soutien. Et il y a sur cette communauté-là un ensemble de ressources auxquelles vous avez accès. Et plus le temps avance, plus qu'on va en mettre en ligne. On vise aussi à développer un guide de pratique pour les intervenants et des lignes directrices pour les gestionnaires et à mettre en œuvre un projet de recherche pour élaborer un modèle d'intervention qui pourrait être éventuellement mis en place dans notre réseau de la santé et des services sociaux au Québec et plus largement, si possible, aussi dans le milieu communautaire. Donc, je vous invite à vous inscrire et bon visionnement. Merci beaucoup, Maryse, d'être avec nous aujourd'hui. Comme Salim l'a dit, je pense que c'est un sujet très, très important et qui a touché tout le monde au Québec là, de différentes façons. Donc, à toi la parole. Oui, peut-être avant, juste un mot, Maryse, avant, parce que c'est ça, les webinaires peuvent se réaliser grâce au soutien du Centre d'expertise en santé de l'Estrie. Alors aujourd'hui, il y a avec nous Sonia, aussi qu'on doit remercier pour tout ce qu'elle a fait pour pouvoir que ça se mette en place et pour ses formations. Alors merci Sonia qui est là avec nous pour l'aspect technique. C'est vraiment très aidant et donc tout ça, ça ne pourrait pas se faire sans ce volet de soutien technique, alors de support technique. Merci Sonia. Voilà, comme ça tout le monde Merci, a ça me fait vu. plaisir. Bon. J'ai un petit Alors, message pour ceux qui ont fait la demande de comptes invités externes, qui sont externes au réseau. Vos courriels, je veux dire, vos comptes vont être créés bientôt. Il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation du CIUS de l'Estrie pour les créer. Alors, sont en retard d'1 mois, on s'excuse. Alors, vous allez recevoir bientôt des communications pour avoir accès au site. Merci. alors, dernière information avant qu'on commence le webinaire avec Maryse. Euh, il y aura une petite attestation je vais la mettre dans le chat avant la fin de ce webinaire. Donc, vous pourrez la télécharger. Voilà. Donc, pour dire j'étais présent à ce webinaire, cette formation avec Maryse. Voilà. Donc, ça atteste de votre présence tout simplement. Je la mettrai dans le chat, dans la discussion du webinaire. Donc, pour ceux qui la voudront, vous pourrez juste à la télécharger. Alors, voilà, il est midi 5. On a comme 200 personnes qui sont avec nous. Bon, il y en a probablement d'autres qui vont arriver, mais on va commencer. Alors, Maryse, à toi la parole. Bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis je me joins à Salim là, pour remercier. Moi, j'arrive, je fais la présentation, j'ai le beau rôle, mais il y a beaucoup de gens en arrière
qui travaillent pour le soutien et l'organisation de ces présentations-là. Donc, je voulais moi aussi remercier un peu tout le monde pour cette opportunité-là. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, je vais essayer de garder un petit temps pour les discussions à la fin. J'espère que les gens ne seront pas intimidés par le nombre de personnes et qu'il y aura des échanges, des questions. Ça va me faire plaisir là, de réfléchir à tout ça avec vous. Mais donc, avant la présentation que je voudrais faire, je vais présenter rapidement le contexte de pratique actuel en CHSLD pour après ça m'attarder un petit peu plus là, aux deuils qui sont vécus par les différents acteurs dans les CHSLD, les proches, les résidents, les intervenants. Et finalement, ouvrir là, sur une espèce de réflexion sur les défis, les freins au développement de pratiques d'accompagnement du deuil. Vous allez voir que dans ma présentation, là, ce que je propose, en fait, c'est qu'il y a vraiment un rapport à la mort et au deuil qui est très particulier, qui se joue dans les CHSLD d'une façon différente de d'autres milieux de pratique, je crois. Et donc, il y a des défis particuliers quand on essaie de mettre en place des pratiques d'accompagnement du deuil là, dans ces milieux-là. Évidemment, on a vu, là, comme on l'a dit, comme on l'a souligné, que il y a tout le contexte COVID qui a un peu mis ça de l'avant un peu plus pour un peu monsieur, madame, tout le monde qui était peut-être moins familier avec les réalités des CHSLD. Mais cette espèce de rapport à la mort particulier, c'est une réalité qui était là avant la COVID, là, selon moi. Juste aussi quelques mots pour vous dire que pour cette présentation-là, évidemment, je m'appuie sur la littérature scientifique sur les deuils qui sont vécus en CHSLD, mais aussi sur mon expérience clinique en CHSLD. J'ai été préposée durant mes études, j'ai été travailleuse sociale, conseillère en milieu de vie et commissaire aux plaintes dans des CHSLD de la région de Montréal. Et j'ai aussi fait ma thèse de doctorat auprès de résidents de CHSLD qui étaient vraiment dans les derniers stades là, des troubles neurocognitifs majeurs, donc Alzheimer et autres. Donc, des résidents qui n'étaient plus en mesure de s'exprimer verbalement. J'ai fait donc près d'1 an d'observation dans des CHSLD auprès de ces résidents-là. Donc, comme je disais, on commence un petit peu par un retour sur le contexte de pratique. Je ne vais pas m'attarder parce que je pense que si vous êtes ici, probablement que la majorité d'entre vous êtes familiers. Mais donc, on sait que dans je dirais, la dernière décennie et un peu plus, il y a vraiment eu un resserrement des critères d'admission en CHSLD. On admet maintenant les personnes qui présentent un profil ISO-SMART de 10 à 14, là, pour ceux qui sont familiers avec ces outils de mesure du réseau. Donc, on a encore des résidents qui ont des pertes d'autonomie un peu moins importantes, qui avaient été admis avant, par exemple, ces critères de resserrement-là. Mais de plus en plus, les CHSLD sont réservés pour des personnes qui présentent des pertes d'autonomie vraiment très importantes pour toutes les activités de la vie quotidienne, alimentation, mobilité, hygiène, etc., qui ont une santé physique assez précaire, souvent plusieurs comorbidités aussi. Il y a près de 80% des résidents qui ont des pertes sur le plan cognitif aussi, donc maladie d'Alzheimer, AVC, etc. Et peut-être ce qui, pour la présentation d'aujourd'hui, donc peut-être ce qui est important de se rappeler, c'est que, étant donné que les gens sont admis avec des profils de plus en plus lourds, donc souvent, ils sont plus avancés dans leur trajectoire de maladie au moment de l'admission. Et donc, la durée de séjour dans le CHSLD diminue, étant un peu en chute libre, je dirais, depuis, comme je disais, une décennie à peu près. Il y a moins 11% quand même depuis 2010 dans la durée de séjour, qui se situe aujourd'hui en moyenne à un peu plus de 2 ans. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, un résident va être admis aujourd'hui. En moyenne, le décès va survenir 2 ans plus tard. Il passerait 2 ans dans le CHSLD. Évidemment, comme je disais, hein, il y a encore des résidents qui ont des profils un peu moins lourds. Ce qui fait que si la moyenne est à 2 ans, on comprend que c'est que les nouveaux résidents, la moyenne est beaucoup plus basse que ça, parce que la moyenne, évidemment, ne tient pas compte des extrêmes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que présentement, dans les CHSLD, évidemment que ça varie d'un endroit à l'autre, mais on a des taux de décès qui peuvent atteindre 50% annuellement. Ça veut dire que sur un CHSLD qui a 100 résidents, il y aurait 50 décès par année. C'est majeur, évidemment, comme rapport à la mort là, dans ces milieux-là. Donc, comment ça se vit pour les différents acteurs?
Pour les proches, d'abord, quand on parle de deuil en lien avec les CHSLD, c'est souvent aux proches auxquels on pense en premier. J'aimerais qu'on recontextualise, en fait, avant le décès d'un résident en CHSLD, les proches ont souvent cumulent une trajectoire de deuil sur plusieurs années, avant l'entrée en CHSLD. Je vous ai mis un extrait tiré là, de mes données de doctorat. Et donc, c'est la fille d'une des résidentes qui expliquait donc que justement, plusieurs années avant, il y avait toute une série de petits deuils à chaque fois que la condition de sa mère changeait. Ça représentait un deuil pour les enfants qui devaient toujours s'adapter à ça. Et donc, elle disait, à toutes les petites étapes, là, à chaque fois, on faisait de quoi, puis là, non, ça, on peut plus. Tu sais, ça vient de mourir, ça aussi. Fait que tu ressors, puis tu te dis, OK, là, c'est un autre deuil à faire, c'est pas facile. Donc, c'était un moment très émotif dans la rencontre que j'avais eue avec cette fille-là, qui donc se rappelait tous ces deuils-là successifs. Donc, je crois que ça teinte l'expérience actuelle en CHSLD de se rappeler un petit peu, de remettre en contexte toutes ces années-là dont les proches ont été témoins d'une perte d'autonomie, dans ce cas-ci de perte cognitive progressive, et donc ça représente des deuils successifs sur plusieurs années. Avant le décès aussi, je pense qu'il y a toute la partie fin de vie qui n'est pas toujours facile à identifier, ceci dit, en CHSLD. Hein, la fin de vie peut être très courte ou au contraire s'étirer. Le pronostic est rarement aussi clair en CHSLD que, par exemple, quand c'est une situation de cancer ou d'une autre maladie. Mais donc, il y a tout cet accompagnement en fin de vie par les proches dans le CHSLD qui sont aussi des moments où les proches ont besoin eux-mêmes d'être accompagnés, ont besoin de beaucoup d'empathie. Il y a des études qui ont démontré, donc, bon, évidemment que les proches, comme dans d'autres milieux, ont tendance à oublier leurs propres besoins, sont très centrés sur la fin de vie de leurs proches. Et donc, d'avoir du personnel, par exemple, dans le CHSLD, qui leur rappelle de prendre soin d'eux-mêmes aussi, ça peut être important. Et il y a toute la notion aussi de jugement qui est ressentie par les proches en lien avec leur présence ou leur absence. Est-ce que l'accompagnement est suffisant qu'ils offrent aux proches? Est-ce qu'ils devraient être plus là? Est-ce qu'ils passent des moments de qualité? Est-ce qu'ils sont capables de bien offrir les soins dont la personne a besoin en fin de vie, etc. Et donc, ils peuvent se sentir jugés soit par le personnel, soit par leurs proches. J'ai des exemples en tête, là, entre autres, d'enfants qui sont les seuls dans la région. Les autres enfants sont à l'extérieur. Et là, donc, les autres enfants, peut-être à cause d'un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être là eux-mêmes, mettent un peu de pression finalement sur la fille ou le fils qui peut être présent, qui devrait y être plus souvent, etc. On peut aussi penser que ce jugement-là peut être réel ou, comment je pourrais dire, pas imaginé, mais anticipé, là, un peu amplifié par le proche lui-même. Donc, on n'est pas toujours devant une situation où effectivement le personnel les juge, mais eux sont très sensibles à ça. Et évidemment, on en a parlé tantôt, dans le contexte actuel, avec la COVID, malgré que c'est un peu moins présent dans les plus récentes vagues, mais il y a eu, vous le savez, des restrictions très importantes sur le plan des visites dans les CHSLD. Et donc, il y a beaucoup de situations où on a vu des proches qui n'étaient pas en mesure de venir voir leurs parents qui étaient en fin de vie, qui étaient dans les derniers jours, qui n'ont peut-être pas pu le voir du tout avant le décès. Et donc, évidemment, le deuil qui est vécu après va être teinté là, de ce contexte-là très particulier qu'on a vécu, surtout dans les premières vagues là, de la COVID-19 en CHSLD. Évidemment, aussi, les proches, on peut parler du deuil suite au décès de la personne, du résident en CHSLD. C'est peut-être le deuil qui est le plus reconnu, c'est-à-dire c'est celui auquel on pense quand on parle de deuil en lien avec les CHSLD. On pense aux proches suite au décès du résident. Mais même s'il est peut-être plus reconnu, il y a vraiment des difficultés d'accompagner ce deuil-là. Et donc,
ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une cassure dans le suivi auprès des proches suite au décès. Parce qu'évidemment, toute la partie accompagnement en fin de vie, durant l'hébergement en général, le personnel est quand même assez présent pour les proches. Les proches qui viennent dans le CHSLD peuvent facilement donc parler à l'infirmière, au préposé, avoir des suivis. Souvent, on connaît très bien les familles en CHSLD, donc on offre du soutien, que ce soit informellement ou de façon un peu plus formelle. Mais une fois le décès survenu, bien évidemment, notre client à nous en CHSLD, entre guillemets, j'aime pas utiliser le terme client, mais la personne à qui on offre des soins officiellement, c'est le résident qui est maintenant décédé. Donc, officiellement, on n'a plus de lien, on n'a plus de justification, si on veut, officielle pour offrir un suivi de deuil aux proches. Donc, le lieu où le proche avait du soutien pour le deuil, ou pour la préparation au deuil, pour la préparation à la mort, qui était le CHSLD, bien, ce milieu-là ne peut plus officiellement offrir le suivi suite au deuil. Et donc, les proches se retrouvent un petit peu dans le vide, je dirais. Ils n'ont pas nécessairement été cherchés avant des soutiens à l'extérieur du CHSLD parce que peut-être que ce besoin-là était comblé par le CHSLD ou qu'ils ne le ressentaient pas encore. Mais donc, ensuite de ça, souvent les gens ne savent pas trop où se tourner. On sait qu'il y a des listes d'attente importantes au CLSC pour ce type de service-là. Ils ne sont pas suivis, il n'y a pas de suivi officiel possible qu'au CHSLD. Donc, ils se retrouvent un peu devant rien, même si c'est le deuil, comme je disais, qui est peut-être le plus reconnu là, en lien avec les CHSLD. Sur le plan des résidents, maintenant, bien évidemment, je l'ai dit, hein, il y a 80% des résidents qui ont des pertes sur le plan cognitif. Donc, évidemment que le vécu du deuil va être influencé là, de façon directe par ça. Donc, il y a des résidents que les pertes sont importantes au point où le résident ne réalise plus nécessairement qu'il est en train de vivre un deuil. Il ne réalise plus, par exemple, que son conjoint serait décédé, que sa fille serait décédée, que ses enfants ne viennent plus le voir autant qu'ils le voudraient. Donc, tous les deuils auxquels on pourrait penser, les capacités cognitives, évidemment, sont importantes pour prendre conscience de ce deuil-là et le vivre. Mais en même temps, j'aimerais attirer votre attention que les pertes cognitives peuvent être présentes, mais ne sont pas nécessairement toujours importantes au point où le deuil n'est pas vécu. Et la personne, donc, peut avoir de la difficulté à verbaliser certaines choses, mais elle peut quand même saisir certains éléments de son contexte de vie, certains éléments de son réseau social, etc., qui fait qu'elle vit un deuil quand même. Et ça, sur le plan clinique, c'est extrêmement difficile à évaluer. Parce qu'évidemment, la personne n'est peut-être pas justement capable de bien expliquer ce qu'elle vit, les raisons pour lesquelles elle se sent comme ça. Et donc, le deuil et la dépression sont souvent confondus avec les symptômes des troubles neurocognitifs. Donc, souvent, ça ne sera pas diagnostiqué de façon officielle, mais même non officiellement, ce ne sera pas adressé, ce ne sera pas traité. Parce qu'il y a des études qui ont démontré que le deuil, parfois même jusqu'à 2 ans après le deuil, ça a des effets sur la concentration, la mémoire, l'attention. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une partie de ce qu'on voit, qu'on attribue à des symptômes des troubles neurocognitifs qui pourrait en fait être attribué, peut-être en partie, etc., à des deuils qui sont vécus. Donc, mais comme je disais, il y a vraiment des défis sur le plan clinique à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment être conscient de cette possibilité-là et peut-être essayer d'agir en conséquence aussi dans nos interventions auprès de la personne. Pour les résidents aussi, il y a une longue trajectoire de deuil, évidemment, jusqu'à l'arrivée en hébergement, là, en CHSLD. Évidemment, il y a des décès qui sont souvent nombreux de proches et d'amis parce que, avec l'avancée en âge, bien, soit nos amis avancent en âge aussi, nos proches aussi, donc le deuil d'un conjoint, par exemple, parfois d'enfants, les deuils de la fratrie, etc. Les deuils qui sont liés aux pertes d'autonomie aussi, à la maladie, soit les pertes d'autonomie présentes, soit celles qui sont anticipées.
Et ça, les résidents qui sont capables de s'exprimer un peu plus clairement là, sur le sujet, souvent vont dire que l'entrée en CHSLD peut être un peu un choc parce qu'il y a cette prise de conscience de est-ce que c'est vers là que je m'en vais en fait. Hein? Donc, les pertes que j'ai aujourd'hui, mais je regarde les autres résidents qui ont des pertes plus importantes et je me dis, OK, ben c'est vers là que je m'en vais. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui peut être liée à un deuil là, à ce sujet-là. Le déménagement comme tel en CHSLD, hein, tout ce qui est lié à la perte de l'habitat précédent, de mon appartement, de ma maison, de la résidence pour aînés autonome dans laquelle je vivais, à laquelle j'étais habituée, etc. Tous les objets liés aux souvenirs, moi j'ai beaucoup de résidents qui me parlaient de leur, de leur divan, des choses qui parfois peuvent avoir l'air banales pour nous, mais qu'en même temps, pour la personne, au-delà de l'objet comme tel, du divan, qu'on se dit, mais c'est un divan, c'est pas grave, mais il y a peut-être tous les souvenirs associés à ça. C'est le divan que mon fils m'avait acheté dans telle circonstance, c'est le divan que j'ai acheté avec mon conjoint, bon, etc. Donc, tous les souvenirs qui sont liés aux habitats précédents, le deuil de l'environnement familier aussi, le quartier peut-être qu'on avait, bon, etc. Un peu peut-être lié aux pertes d'autonomie anticipées, mais il y a beaucoup, encore une fois, des résidents qui sont capables de s'exprimer, qui peuvent réagir au fait que le CHSLD, habituellement, va être le dernier milieu de vie. Donc, j'emménage en CHSLD, mais je sais que je ne déménagerai plus. Je vais rester ici, c'est ici que je vais mourir ou à l'hôpital physiquement, mais je veux dire, ça va être mon dernier milieu de vie. Et donc, ça peut aussi représenter un deuil, la prise de conscience qu'on est rendu à une étape de notre vie où finalement on s'approche peu à peu de la mort. Et cette approche-là de la mort, le quotidien en CHSLD peut aussi le rappeler de façon assez constante. Donc, la mort dans les CHSLD, je disais, hein, s'il y a un taux de décès de 50% dans l'année, c'est qu'on en vient à côtoyer la mort au quotidien. Et donc, il y a beaucoup de CHSLD où, par exemple, pour honorer la mémoire des résidents, tout ça, il va y avoir un tableau où on inscrit le nom de la personne décédée, par exemple, des cérémonies commémoratives dans l'année. On entend des discussions entre des membres du personnel. Ah oui, Madame Untel est décédée. Ah oui, je ne savais pas. Bon, etc. Donc, les résidents, évidemment, qui sont conscients de cet environnement-là, ont vraiment des rappels constants de la mort et donc peuvent développer le sentiment d'être dans un milieu où un peu tout le monde meurt un après l'autre. Et ça, il y a des études, des entrevues qui avaient été faites avec des résidents où on montrait que oui, la dame avec qui je mange à la table, là, au dîner, par exemple, non, c'est pas mon amie d'enfance, c'est pas un membre de ma famille avec qui j'ai une relation là, de longue date, très proche, etc. Mais en même temps, dans mon quotidien, cette dame-là peut être très significative parce que c'est peut-être une des personnes avec qui je parle le plus dans la journée. Et donc, quand cette dame-là meurt subitement, ça peut représenter un deuil pour la personne qu'on va avoir tendance à sous-estimer un peu parce que justement, ben, c'est la dame avec qui elle dînait, ça semble banal de l'extérieur, mais comme je disais, en même temps, ça s'inscrit dans toute cette ambiance-là et ça peut avoir des conséquences dans le quotidien de la personne qui peut vivre un deuil beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser. Et donc, tous ces deuils-là, encore une fois, pour les résidents, soit avant l'admission ou après l'admission en CHSLD, ne sont pas toujours reconnus. Je parlais tantôt des deuils des proches, peut-être dont on entend plus parler. Les deuils des résidents sont moins reconnus, sont moins adressés aussi. On intervient moins, on approche moins la personne pour en parler, on essaie moins de comprendre si les symptômes sont liés à un deuil ou vraiment aux pertes cognitives, par exemple. Et ça, c'est même par les intervenants psychosociaux qui pourtant devraient être ceux qui sont interpellés là, par les notions de deuil, peut-être un peu plus directement. Et donc, ce qu'on voit dans les milieux, c'est que souvent l'équipe donc, est là, pas juste les intervenants psychosociaux, les infirmières, les préposés, tout le monde a vraiment peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Et donc,
l'équipe peut reconnaître le problème, peut se dire, oh, la dame, elle a l'air de réagir au décès de telle résidente ou tout ça, mais souvent, on trouve difficile d'intervenir, soit par manque de connaissances, on sent qu'on n'a pas la formation nécessaire, ou beaucoup par manque de temps. Et là, ça, évidemment, je vais y revenir. Mais en même temps, ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut réaliser, c'est que ces multiples deuils-là risquent en réalité d'affecter la capacité de la personne, du résident, de s'adapter, la fameuse capacité d'adaptation des résidents au CHSLD. Donc, soit à l'arrivée, soit en cours de route. Comme je disais, cette relation-là à la mort, pour les résidents qui en sont conscients et qui se trouvent affectés par ça, évidemment que ça joue dans ta capacité de voir le positif dans ce milieu-là, de te rattacher à ce qui est positif pour toi, etc. Donc, ça a quand même un impact important, potentiellement, sur les résidents. Sur le plan des soignants, maintenant, je disais tantôt que pour moi, il y a vraiment un rapport à la mort particulier en CHSLD. Je crois que pour les soignants, il y a vraiment un équilibre très particulier qu'on recherche entre l'attachement qu'on ressent envers les résidents et ce fameux détachement professionnel qu'on essaie d'avoir avec les personnes avec qui on intervient. Donc, il y a des écrits là-dessus sur, je ne savais pas trop comment traduire ça, mais le emotional labor, l'espèce de travail émotif. Il y a un aspect émotif, un aspect très personnel, humain, des soins en CHSLD, qui vient de plein de choses, notamment de cette espèce de proximité quotidienne qu'on a avec les résidents, une entrée dans l'intimité des résidents. Je disais que j'avais été préposée. Quand on donne le bain à quelqu'un, il y a une intimité avec cette personne-là qui est propice aux confidences, qui est propice, quand ça se passe évidemment dans le respect, etc., mais qui est vraiment propice au développement d'une relation qui va au-delà du soin concret qu'on est en train de faire. Donc, sur le plan humain, il y a des contacts, il y a des liens prolongés. Les soins de longue durée, ça le dit, hein, malgré que la durée de séjour diminue, on est quand même dans plusieurs mois, quelques années avec des résidents. Donc, on développe vraiment un lien particulier avec le résident, parfois avec certains proches aussi. On se reconnaît dans les proches, on les accompagne dans des moments difficiles. Et donc, ça fait que les frontières deviennent un peu parfois troubles avec les résidents. Moi, je me rappelle d'un moment comme préposée où devant une résidente qui pleurait parce que sa fille venait de décéder. La résidente, je la connaissais très bien depuis plusieurs années. Je connaissais très bien sa fille aussi, qui venait souvent visiter sa mère. J'avais été un peu submergée. J'étais dans la chambre, je pleurais avec elle comme préposée. Alors qu'on se dit, ben, en théorie, je veux dire, c'est pas ma mère à moi qui est décédée, c'est pas mon proche à moi. Mais donc, il y a cette frontière-là qui, parfois, avec certains résidents plus que d'autres, montre qu'il y a un attachement un peu plus personnel que professionnel. Et donc, la frontière se brouille pour certains membres du personnel et avec certains résidents, certains membres de famille. Pas toujours, évidemment. Et donc, pour les soignants aussi, la pratique en CHSLD s'accompagne de multiples deuils, de deuils à répétition, qui sont évidemment d'intensité variable. On ne va pas pleurer avec tous les résidents, là. Mais il y a des deuils à répétition. Quand il y a 50% des résidents qui décèdent dans une année, je reviens à ça, ça fait beaucoup de deuils dans l'année. Il y a beaucoup de personnes qu'on a perdues. On ne s'était pas attachés à tous de la même façon. Mais c'est ce cumul-là de deuil pour le personnel, je pense qu'il est important de bien comprendre. Et ce qu'on voit dans les recherches, c'est qu'en fait, les employés se sentent souvent très peu outillés face à la mort, face au deuil, particulièrement en début de carrière peut-être, parce qu'ils
éventuellement, ben, soit on va chercher de l'information, on se trouve des trucs à soi-même, on s'outille. Mais surtout en début de carrière, ça peut être difficile. Et je pense que c'est important aussi de prendre conscience que c'est un processus de deuil qui concerne tous les membres de l'équipe. Donc, on pourrait avoir tendance à penser, par exemple, aux préposés, qui sont peut-être la première ligne, hein, qui sont les plus souvent dans la chambre avec les résidents. On peut penser aux infirmières, qui sont toujours sur une unité avec les mêmes résidents. Mais en même temps, moi, je me rappelle d'un employé qui était à l'entretien ménager et qui, à un moment donné, avait été extrêmement touché par le décès d'un résident avec qui il parlait beaucoup. Le résident restait beaucoup dans sa chambre, participait pas beaucoup aux activités. Donc, il n'y avait pas des liens très serrés avec les autres membres du personnel nécessairement, ce résident-là. Mais il appréciait beaucoup cet employé-là de l'entretien ménager qui lui rappelait son fils d'autre part, etc. Mais donc, il y avait vraiment un lien particulier qui s'était créé entre eux. Et au décès de ce résident-là, c'est finalement cet employé-là de l'entretien ménager qui avait été le plus touché, là, qui avait vécu un deuil d'une intensité le plus importante. Je reviens parce que je ne voulais pas en faire le centre de la présentation, mais quand même, c'est important de revenir sur tout le contexte très particulier de la COVID-19, surtout durant la première vague. J'ai beaucoup de gens que je connais qui travaillaient en CHSLD là, à l'époque. Certains n'y travaillent plus parce que ça a été vraiment trop difficile. Et il y a une étude très récente qui a été faite, donc en l'équivalent des CHSLD, mais en Irlande, suite à la COVID-19, donc, et qui a trouvé que 45% des employés de ce CHSLD-là, présentaient des symptômes de modéré à sévère de post-traumatique, de syndrome de post-traumatique. Donc, et l'étude a par ailleurs, je parlais tantôt des préposés, l'étude a par ailleurs relevé qu'il y avait une souffrance morale qui était beaucoup plus élevée chez les préposés, qui n'arrivaient pas à fournir à la tâche. Hein. On le sait, le contexte qu'il y a eu dans les CHSLD. L'étude est en Irlande. J'ai l'impression, je n'ai pas de données au Québec nécessairement là-dessus, là, sur le trouble post-traumatique, mais j'ai l'impression qu'on aurait des données similaires. Là. Les gens qui étaient en CHSLD durant la première vague, où il y a eu des décès dans des proportions jamais vues dans les CHSLD, et que ces décès-là survenaient dans un contexte extrêmement difficile où le personnel n'arrivait plus à fournir les soins de base aux résidents, et avec donc tout le sentiment d'impuissance, tout le sentiment de culpabilité que le personnel vivait. Donc, je pense qu'on aurait là, des résultats un peu similaires probablement au Québec. Mais donc, on a vu que finalement, tous les acteurs importants dans les CHSLD, que ce soit les proches, que ce soit les résidents, que ce soit le personnel lui-même, vit des deuils multiples, cumule plusieurs deuils. Et donc, évidemment, ça pose des défis très particuliers aussi sur le plan de la pratique. Donc, je pense que un des défis importants, c'est de reconnaître ça. De reconnaître ce rapport à la mort particulier qui se construit dans les CHSLD et ces multiples deuils qui sont vécus par tous les acteurs simultanément. Il y a ça aussi qui est un peu particulier, c'est-à-dire que tous les acteurs vivent de nombreux deuils alors qu'on ne se trouve pas dans un milieu où c'est ça la mission du milieu, la mission première du milieu. Je pense par exemple à des unités de soins palliatifs où on sait, on est là pour accompagner des deuils, c'est notre mandat, le personnel est formé spécifiquement pour ça, ils sont là pour ça, il y a des mécanismes qui sont en place en fonction de ça, alors qu'en CHSLD, c'est pas ça qui est mis de l'avant, ces deuils-là. C'est pas ça qui est mis de l'avant dans la mission du CHSLD comme ça. Alors que ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est très important
d'en parler de la mort, d'accompagner ces deuils-là. Et donc, il y a vraiment des études qui ont documenté l'impact d'abord du soutien informel entre les pairs et les différents acteurs. Et donc ça, je trouve que c'est déjà une prise qu'on a comme praticien dans ces milieux-là. C'est-à-dire que moi, de façon individuelle, si j'en parle, si je soutiens informellement mes pairs, Madame une telle est décédée, je sais que tu étais très proche d'elle, ça ne doit pas être facile, c'est difficile, j'ai vu la fille, elle était complètement désorganisée, j'ai trouvé ça difficile, bon, etc. Donc, d'ouvrir ces discussions-là, déjà, l'impact de ça est documenté. Donc, je pense que ça, c'est une des prises qu'on a comme praticien. Évidemment, moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin que ça pour développer des mécanismes de soutien formels qui soient structurés, qu'on ait des mécanismes de soutien qui visent les différents acteurs qu'on vient de présenter, qui soient structurés, mais évidemment, et ça vient avec, qui soient budgétés, parce que c'est là un des problèmes, je disais tantôt, une des difficultés du personnel, c'est de dire, oui, mais je manque de temps. Donc, évidemment, comme je disais, la mission première du CHSLD, c'est d'offrir des soins à des personnes en perte d'autonomie très importante. Et donc, ça demande tout notre temps au quotidien et même plus. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de plus de temps pour déjà répondre à ce mandat-là, de juste assurer les soins, assurer la qualité de vie, la réponse aux besoins de base, etc., des résidents. Et donc, on a peu de temps ou pas de temps du tout pour s'attarder à cette question-là des deuils. Donc, il faudrait prévoir les ressources en conséquence. Mais là, évidemment, je ne vais pas passer le reste de la présentation là-dessus parce que vous et moi, on sait que c'est une lutte qui dure depuis de nombreuses années en CHSLD pour avoir les ressources budgétaires qui permettent d'offrir les soins vraiment de qualité qu'on aimerait donner aux résidents. Mais je pense donc, j'aimerais comme amener la réflexion un petit peu à un autre niveau à ce moment-ci et revenir donc sur ce rapport à la mort-là qui fait partie du quotidien, mais qui, paradoxalement, est un peu occulté dans les pratiques. Donc, on est un peu devant une espèce de déni de la mort et du deuil en CHSLD. On les vit au quotidien, mais en même temps, ce n'est pas dans notre mission officielle vraiment. On a de la difficulté à ouvrir sur les questions de mort, de préparation de la mort, que ce soit avec les résidents, que ce soit avec les proches. Et donc, je pense que de ne pas mettre ça de l'avant, ça représente peut-être un des freins les plus importants au développement des pratiques d'accompagnement, parce qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas ce besoin-là de parler de la mort et du deuil en CHSLD, comment on peut justifier les budgets nécessaires pour le faire, hein? Vous me suivez? Donc, il y a ce déni-là qui est peut-être à la base du problème qu'on voit présentement. Pourquoi ce déni-là? Qu'est-ce qui peut expliquer que ça s'est construit de cette façon-là? J'aimerais ça discuter avec vous de deux pistes qui sont un peu plus systémiques, qui sortent un petit peu là, du CHSLD comme tel, donc pour un petit peu alimenter là, nos réflexions là-dessus. Donc, premièrement, la fameuse philosophie milieu de vie que vous connaissez, qui est à la base là, de l'approche en CHSLD, qui veut évidemment faire contrepoids aux images très stéréotypées négatives sur les CHSLD qui seraient des mouroirs, qui seraient bons. Et donc, on dit non, non, c'est des milieux de vie. On n'est pas un hôpital non plus, on n'a pas des pratiques hospitalières. Donc, on met l'emphase sur la vie, le projet de vie individuel, la poursuite des activités, des loisirs, les intérêts, les préférences individuelles. On s'adapte à ça. Évidemment, moi, je crois que c'est une très bonne philosophie. C'est la philosophie à avoir là, dans les milieux CHSLD. Là. On est pour l'individualisation, etc. Tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Là où, par contre, ça devient un peu, on peut se questionner, c'est sur la façon de conjuguer cette approche-là qui, je le répète, est très valable. Mais comment conjuguer la philosophie milieu de vie avec une reconnaissance que les CHSLD sont aussi, et peut-être de plus en plus, des milieux de fin de vie. Et donc, comment intégrer les discussions sur la mort, soit les décès passés, hein, les deuils qu'on a déjà vécus, tout ça, soit la mort anticipée,
préparation à la mort, etc. Comment intégrer ces discussions-là, des approches un peu plus inspirées des soins palliatifs, d'un véritable accompagnement au deuil, si tous les efforts doivent être orientés à être ou à devenir, parce qu'on sait qu'il y a des milieux qui travaillent encore là-dessus, là, à être des milieux de vie. Donc, il y a comme cette espèce de dichotomie dans les discours où on pousse, si vous me prêtez l'expression, on pousse beaucoup cette vision-là d'un milieu de vie avec la difficulté donc d'y intégrer ensuite la notion de fin de vie, de mort. Une autre piste que moi je trouve très porteuse, en fait, c'est la question de l'agisme. Et donc, est-ce que tout ça ne serait pas un peu lié à l'agisme? On sait que c'est documenté qu'il y a de l'agisme dans le réseau de la santé, il y a un sous-financement des services aux aînés, un désintérêt des professionnels pour la pratique, un impact aussi sur les pratiques des stéréotypes agistes, donc des sous-diagnostics de dépression, etc., non-respect des droits des aînés, on s'adresse à la fille plutôt qu'à la personne aînée elle-même, etc., etc. Donc, on sait qu'il y a de l'agisme dans le réseau de la santé. Et est-ce qu'on pourrait penser que l'agisme pourrait donc aussi contribuer à cette banalisation-là des deuils qui sont vécus par les personnes aînées, mais aussi donc par extension à banaliser les deuils qui sont vécus dans les CHSLD en général? Donc, est-ce que le fait qu'une personne âgée décède, je suis par exemple préposée dans un CHSLD, un résident de qui je m'occupais depuis plusieurs années décède, et là, ça m'affecte, mais est-ce que le message que la société m'envoie, c'est pas finalement qu'après tout, c'est un peu banal parce que la personne, les résidents sont âgés, sont malades, c'est un peu normal qu'ils décèdent. Est-ce que c'est vraiment un deuil? Est-ce que c'est moi qui est trop sensible? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est pas juste la nature des choses? Il y a eu plein de ce type de discours-là, d'ailleurs, qu'on a entendu suite justement à la première vague de COVID, hein, des gens qui disaient, bon, faut pas non plus trop grossir la chose, ces résidents-là seraient décédés de toute façon, ils sont très malades, bon, etc. Donc, il y a une espèce de banalisation du fait qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort et du fait qu'il y a des gens autour que ça va affecter. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans ces réflexions-là, dans ces discours-là, un peu d'agisme qui sont aussi, ces discours-là, donc, seraient aussi un frein au développement de véritables pratiques d'accompagnement du deuil dans les CHSLD? Et donc, en conclusion, pour garder là, un peu de temps là, de discussion, il y a peut-être un peu d'espoir. Donc, il y a une reconnaissance, en tout cas sur papier, très claire des deuils et de l'importance d'accompagner ces deuils-là dans la nouvelle politique sur l'hébergement qui est sortie en 2021. Donc, il y a 2 passages. Les passages sont un peu plus longs que ce que j'ai pris. J'avoue que sur toutes les pages de la politique, ça ne prend pas beaucoup de place, mais en même temps, les passages sont très explicites. Donc, on dit entre autres, en plus d'avoir un impact sur les proches, le décès d'une personne hébergée affectera également les autres résidents et les prestataires de services. Il sera essentiel de soutenir le processus de deuil des autres résidents, du personnel et des proches lors d'un décès. Et donc, je me dis, est-ce qu'on n'a pas ici une ouverture, finalement, de la part du gouvernement à, justement, à développer un peu plus cet aspect-là des services en CHSLD et que donc, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que, justement, les budgets, les ressources humaines vont éventuellement suivre? Donc, en tout cas, on attend de voir comment ça va se concrétiser là, dans le quotidien des milieux. Mais en tout cas, je trouve que là, il y a une ouverture, une reconnaissance claire dans la politique. Il y a ça d'encourageant, on va le dire comme ça. Donc, il y a les références. Et donc, j'arrête le partage. Voilà. Je ne sais pas comment on fonctionne, Salim, pour la période d'échange. Alors, les personnes vont pouvoir lever la main, d'accord? On va prendre les tours de parole, ça les affiche automatiquement. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ta présentation, qui est très, 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 très pertinente aussi, c'est très intéressant, donc très phénoménologique, c'est-à-dire que ça décrit bien de l'intérieur tout l'aspect humain de ce travail, qui est souvent, on vit dans l'illusion que
il y a juste un rapport professionnel et que ça s'arrête là. On offre un service, mais il y a toute cette dimension humaine. Puis là, tu as vraiment bien décrit de l'intérieur de manière très précise. Alors ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que toi, tu l'as vécu, tu étais dedans. Puis là, tu es comme chercheur, enseignante, fait que tu as pu vraiment rendre... Alors ça, c'est vraiment très, très, très important avec des enjeux comme les deuils multiples. Je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on sous-estime, je pense. Il y a comme le rapport avec les objets, comme de quitter son environnement aussi, ces dimensions-là qui sont très, très précises dans la description. Il y avait la frontière qui est ambiguë entre personnel et professionnel, qui souvent n'apparaît nulle part, peut-être même dans les formations. Je ne suis pas au courant de toutes les formations, mais quand je parle avec les intervenants, comme moi-même j'étais intervenant, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les formations. Comment gérer ça? Oui, vous allez être confronté à ça. Ça fait partie du travail. Donc ça, c'est comme mis de côté. C'est comme quelque chose qui est à côté du travail, mais pourtant, ça fait partie du travail qui devrait comme être considéré. Et que ça, c'est très, 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 aussi très pertinent. Les deuils à répétition et leur impact aussi en termes traumatiques, qui est aussi comme comment ça, des fois, effectivement, que l'impact du deuil n'est pas pris en compte, puis on considère que c'est autre chose, mais on ne fait pas des liens de ce type-là. Alors, comme tu parlais de manière neurologique, qui devrait être comme considéré. Et il y avait... et tout ça, ça nous emmène quand même tu as terminé avec le petit point d'espoir. Alors, c'est reconnaissant. Mais c'est vrai, moi-même, je suis heureux de voir ça, qu'il y a quand même une reconnaissance de ces dimensions-là humaines, comme si on intègre un peu de l'humanité dans un travail qui est relationnel. Alors qu'avant, on mettait ça de côté. Il y a quand même ça. Puis, ça présage quand même, on peut espérer qu'il y ait une adaptation en matière de prise en charge et qu'il y ait des budgets alloués pour cette dimension-là qui, pour l'instant, ne sont pas là. Alors, c'est ça. Donc, ouais. Alors, c'est super, c'est vraiment très, très pertinent. Alors, pour tout le monde, là, nous, on va faire un guide de pratique. On est en train de faire, qui est intégré à ce projet-là. Et il y aura sûrement un volet qui sera en lien avec cette question-là des CHSLD ou des aînés. Et tu seras la bienvenue pour contribuer, au moins donner ton regard. C'est parce que vraiment, il y a vraiment aussi, comme en matière aussi de pratique, de conseils, et bon, dans le soutien informel, dans ces dimensions-là, je pense que tu as aussi beaucoup d'expériences que tu peux partager. Alors, ça peut faire un sujet à part, comme tout le soutien informel, tout ce qui se passe à côté. Comme tu l'as fait de manière phénoménologique, là, c'est vraiment super. Alors, merci beaucoup.